remercie la Fondation Maladies Rares. Christophe, la Fondation a commencé à s'intéresser à ces questions d'économie de la santé depuis quelques années. Et ensemble, on a monté un groupe de travail et on a pu mettre au point un certain nombre de projets de recherche qui cherchent des financements. Donc s'il y a des généreux contributeurs dans la salle, vous êtes les bienvenus. Ça, c'est fait. Donc je vais vous parler de, effectivement, certains éléments de cette chose un peu sale qu'est l'économie, et en particulier de l'économie de la santé. Donc, pour commencer, en supposant que votre connaissance économique est limitée, ce qui est souvent le cas en France, ce qu'on peut dire basiquement, c'est qu'en général, l'économie s'intéresse à deux grands types de sujets. D'une part, des comportements individuels qui, par hypothèse de notre discipline, sont des comportements de choix rationnels autour de l'utilisation de ressources rares. C'est ce qu'on appelle la microéconomie. Et par ailleurs, à un niveau plus global, on va également s'intéresser à la façon dont nous nous organisons collectivement pour produire des richesses, des ressources, pour se les répartir et pour les utiliser. Ça, c'est de la macroéconomie. Et d'une manière générale, un peu simplificatrice, ce qu'on peut dire, c'est que ces sujets sont vus en général du point de vue de deux grandes perspectives, qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Ce qu'on peut appeler d'un côté l'efficience et de l'autre l'équité, ou pour le dire différemment, l'efficacité économique et la justice sociale. C'est une de nos grandes balançoires, comme on dit. Donc dans le premier cas, on va chercher surtout à essayer d'obtenir la plus grande efficacité de toutes nos actions, de toutes nos interventions au moindre coût, dans une logique un peu de bon sens qui est de non-gaspillage de ces ressources rares. Et puis sur un autre plan, donc on peut s'intéresser à des questions relatives à l'équité, à la justice sociale, donc à la question de savoir quelles sont les inégalités qui existent et lesquelles sont acceptables et lesquelles sont inacceptables. Donc, quand on fait de l'économie de la santé, on fait ça décliné au niveau plus sectoriel des ressources et des activités sanitaires. Donc, ça veut dire, par exemple, qu'on peut s'intéresser à la question de l'offre de soins, comment organiser au mieux cette offre de soins, comment faut-il rémunérer les professionnels de santé, à l'acte, les salariés, etc. On va s'intéresser aux produits de santé pour les évaluer, ce qu'on appelle aujourd'hui le Health Technology Assessment. On va analyser éventuellement la demande de soins avec cette question de l'influence des copaiements, du reste à charge des patients et l'influence des modalités de financement sur le recours aux soins. On peut s'intéresser aux déterminants de la santé, on peut s'intéresser aux performances des systèmes de santé, comme l'a fait il n'y a pas très longtemps l'OMS, donc à un niveau très global et international. Et puis on peut s'intéresser à l'influence de différents modes de régulation. Est-ce qu'il faut jouer sur les incitations financières, la coercition, etc. Et d'une manière générale, donc, ces sujets peuvent être étudiés soit du point de vue de l'efficacité, enfin, de l'efficience, soit du point de vue de l'équité. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a là une spécificité maladie rare quand on aborde tout ou partie de ces sujets? Et ce qu'on peut dire effectivement, c'est que, je vais essayer de vous le montrer, pour une part, bien sûr, fondamentalement, et Christophe l'a déjà dit, il y a une partie qui est commune à l'ensemble des pathologies, et puis il y a une partie spécifique. Et bien sûr, dans le temps imparti, je ne vais pas avoir le temps de passer en revue tous ces sujets. J'ai donc choisi de prendre deux exemples sur effectivement les possibilités, mais aussi les limites aujourd'hui de la contribution de l'économie de la santé. D'une part, donc, en ce qui concerne l'évaluation des produits de santé, on va voir comment on les approche dans une perspective d'efficience, et c'est important parce que c'est souvent un des déterminants de l'accès au marché, donc de l'accès aux patients. Et puis, pour introduire les présentations suivantes, je vais aussi donc aborder la question de l'analyse de la demande de soins, notamment donc de l'influence des modalités de répartition, plutôt dans une logique donc d'équité. Alors, l'efficience, qu'est-ce que c'est? Il y a souvent une incompréhension sur ce qu'est cette logique ou cette problématique de l'efficience. Ce qu'on peut dire simplement, c'est donc que c'est une logique d'optimisation qui consiste, dans le domaine qui nous intéresse, donc à avoir le meilleur rendement social des dépenses de santé pour avoir la meilleure amélioration au moindre coût. Et donc l'incompréhension, elle vient souvent du fait qu'on pense que la recherche de l'efficience signifie la minimisation de la dépense. C'est bien sûr totalement faux. L'idée, c'est, quel que soit le budget collectif que nous avons décidé d'attribuer à la santé, d'essayer de l'utiliser au mieux. Et en particulier, donc, quand il s'agit des traitements, c'est souvent, à l'échelle internationale en tous les cas, un critère de décision pour le remboursement ou le prix de ces médicaments. Et c'est donc quelque chose d'important. Et ce qu'on peut dire sur le plan instrumental, c'est donc que ce critère de l'efficience va être documenté à travers ce qu'on appelle une étude d'évaluation économique ou médico-économique de type coût-efficacité. Alors, basiquement, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une structure
d'étude qui est nécessairement comparative et bidimensionnelle, c'est-à-dire que par rapport au schéma qui est là, l'idée de base, c'est que vous avez une prise en charge standard qui est ici la stratégie A, hein, ne serait-ce que les soins de support au moins qui sont prodigués aux patients, qu'on peut calculer les coûts de ces stratégies courantes et leur efficacité relative. Et c'est vrai que dans le cas des maladies rares, on a déjà un premier problème qui est encore plus important que pour d'autres pathologies, c'est qu'on ne sait même pas ça la plupart du temps. On ne sait même pas comment les patients sont traités, on ne sait pas combien ça coûte, ni quels sont les bénéfices thérapeutiques qu'ils en tirent. Et donc c'est vrai qu'on débute de ce point de vue-là. Mais l'idée, c'est donc que quand il y a une innovation thérapeutique, par exemple la stratégie B ici, on va également l'évaluer en ce qui concerne les coûts qu'elle engendre, cette nouvelle stratégie, et l'efficacité qu'on peut en tenir. Et donc l'idée, c'est de voir si l'innovation thérapeutique nous apporte quelque chose. Alors, en général, ces innovations vont engendrer un surcoût. Donc, si on compare les coûts, le différentiel de coûts va bien sûr être en défaveur de l'innovation thérapeutique. Mais l'idée ici, c'est de rapporter ce différentiel de coûts à un potentiel différentiel d'efficacité. Et donc, en général, on va instrumentaliser ça à travers un ratio coût-efficacité qui a plusieurs noms, peu importe, qui va donc rapporter ce différentiel de coût au différentiel d'efficacité, de telle sorte qu'on va pouvoir se poser la question de savoir si le surcoût est acceptable au regard du bénéfice thérapeutique additionnel qu'on en tire. Tout ceci est donc ensuite utilisé pour éclairer une décision, par exemple de mise sur le marché, enfin ou plutôt de remboursement en aval de la décision de mise sur le marché, avec 4 situations possibles, puisque sur ce graphique représentatif, par rapport à la pratique courante qui est ici le point A au centre du diagramme, vous pouvez donc avoir une innovation thérapeutique qui est plus efficace, elle sera à droite, ou moins efficace, elle sera à gauche, et elle peut être plus coûteuse, elle sera au-dessus, ou moins coûteuse, elle sera en dessous de A. Et au total, on peut donc avoir 4 situations possibles qui sont bien sûr plus ou moins favorables. Le mieux pour tout le monde, c'est quand les innovations thérapeutiques sont dans le cadran sud-est, c'est-à-dire que vous avez à la fois une innovation qui est plus efficace et moins coûteuse. Nous disons dans notre jargon qu'elle est dominante, il faut bien sûr recommander sa généralisation. Là, tout va bien. Symétriquement, au nord-ouest, l'innovation est à la fois plus coûteuse et moins efficace, on peut la rejeter, ça arrive, c'est tous les produits qui n'arrivent pas jusqu'au marché. Mais la plupart du temps, en fait, c'est dans le cadran nord-est qu'on se situe, là où les innovations sont donc à la fois plus efficaces, mais aussi plus coûteuses. Et donc la question se pose de savoir, mais qu'est-ce que la collectivité est prête à payer pour avoir ce bénéfice thérapeutique supplémentaire, par exemple cette année de vie supplémentaire? Et là, effectivement, on utilise en général la notion d'une valeur seuil qui nous permet de savoir ce que l'on est prêt à payer pour ce bénéfice-là. Par exemple, ici, si on raisonne en années de vie gagnées, pour gagner une année de vie sur l'axe horizontal, combien on est prêt à payer au maximum pour ça? Et ça va nous permettre éventuellement de discriminer dans ce cadran nord-est ce qui est réputé acceptable et donc qui doit être remboursé et financé par la collectivité, c'est dans le triangle en vert, ou bien trop peu coût efficace et donc rejeté parce que dans le triangle en rouge. Alors bien sûr, le problème, c'est de savoir quelle est la valeur seuil qu'il faut choisir. Et ça relève de choix collectifs, c'est vraiment une question politique au sens plein du terme. Et bien sûr, la situation est très différente d'un pays à l'autre. Par exemple, le Royaume-Uni assume totalement de dire explicitement que cette valeur maximale est de l'ordre de 20 000 à 30 000 livres sterling. En Europe continentale, on assume beaucoup moins ce type de choix, et donc les valeurs sont implicites, mais on sait qu'on est dans une fourchette très large, entre 30 000 et 100 000 euros. Et ça correspond d'ailleurs à peu près à cette recommandation de l'OMS, qui est davantage dans une logique de santé publique, qui consiste à dire il faut accepter les interventions qui coûtent entre 1 année et 3 années de revenus par habitant. Ça correspond donc à cette fourchette de 30 000 à 90 000 euros, par exemple en France ou en Europe continentale. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour les médicaments orphelins ? Et il y a effectivement sur le plan logique 3 solutions possibles. Soit rien, c'est-à-dire mettre les médicaments orphelins dans le lot commun. C'est ce qu'a fait le Royaume-Uni jusqu'à une date récente en disant il n'y a pas de raison d'avantager spécifiquement les patients de maladies rares. Et donc notre logique de l'équité consiste à dire qu'on mettra autant pour une année de vie sauvée, quelle que soit l'ère thérapeutique.
On peut, au contraire, vouloir adapter la valeur seuil en expliquant que, bien sûr, le problème, c'est que, compte tenu de la rareté de la maladie, l'amortissement des coûts moyens par patient va faire exploser, en général, le coût de l'innovation thérapeutique, et donc il faut adapter la valeur seuil. C'est une autre possibilité. Une troisième possibilité, c'est de modifier les critères de décision, soit en excluant carrément le critère de l'efficience en estimant qu'il n'est pas pertinent dans le cas des maladies rares, soit en le mêlant à une série d'autres critères dans un modèle dit de décision multicritère, avec la question subsidiaire qui consiste à savoir quels doivent être ces autres critères, est-ce qu'ils doivent être spécifiques aux maladies rares, voire à chaque maladie rare ou pas. Et d'ailleurs, on peut dire que le Royaume-Uni s'est orienté depuis quelques années là-dessus, avec un programme spécifique, les Highly Specialized Technologies, qui permet de faire un peu une décision multicritère, voilà, qui a permis d'ailleurs à 3 médicaments orphelins d'arriver sur le marché. Donc ça, c'était pour l'efficience. Vous voyez qu'on part de loin avec les maladies rares. Alors l'autre sujet que je voudrais aborder, c'est cette question de l'équité, des inégalités de santé, de la justice sociale. C'est un sujet très compliqué, très, très chaud d'une manière générale. Donc ce qu'on peut dire basiquement, c'est qu'au départ, on peut faire des constats sur des niveaux d'inégalité de santé, sachant que ces inégalités de santé peuvent être de deux ordres, soit sur les états de santé eux-mêmes, soit mesurés par l'espérance de vie, le niveau de handicap, la qualité de vie, etc., ou des éléments composites faits de ça. Bien sûr, on sait que ces états de santé ont des causes multifactorielles, de la génétique à l'environnement, les modes de vie, etc., et aussi l'accès aux soins. Et donc on peut s'intéresser plus précisément justement à cette question de savoir est-ce qu'il y a au moins des inégalités en matière d'accès aux soins, c'est-à-dire est-ce que chacun d'entre nous a la possibilité d'avoir un accès effectif à des soins adaptés, sachant qu'on sait d'une manière générale qu'il existe des disparités géographiques dans cet accès aux soins, des barrières financières et des différences sociales. Donc ces inégalités d'accès aux soins, elles peuvent avoir plusieurs origines qui peuvent se mêler. Ensuite, se pose la question de savoir qu'est-ce qui est acceptable ou pas du point de vue de la société là-dedans, et donc c'est là qu'intervient le critère de l'équité. A priori, on peut penser que c'est le fait d'avoir un accès garanti à des soins appropriés en fonction de ses besoins et pas en fonction de ses moyens. Et donc l'idée, ça serait de dire qu'il y a une situation équitable si, à besoin égal, chaque patient a la même possibilité d'être traité, quelle que soit la région dans laquelle il habite, rurale, urbaine, le nord, le sud de la France, quel que soit son niveau de revenu et quelle que soit la catégorie sociale à laquelle il appartient. Or, on sait que ce n'est pas exactement le cas en France, pour différentes raisons, et notamment sur l'aspect des inégalités financières. Donc ce qu'on sait là depuis peu de temps, notre ministre s'en est réjoui, c'est que les derniers comptes de la santé ont montré que pour comme on dit, la CSBM, la consommation de soins et de biens médicaux en 2015, qui se monte donc à environ 195 milliards d'euros, soit un peu moins de 9% du revenu national, ça fait en moyenne 2 900 euros par habitant. On sait que le financement de cette dépense est très diversifié. Pour un peu moins de 77%, c'est l'assurance maladie obligatoire, la Sécu, comme on dit, qui paye. Pour 13,3%, ce sont les mutuelles complémentaires, l'assurance maladie complémentaire. Et puis, il y a donc un reste à charge de 8,4% pour les patients. Donc, c'est déjà pas négligeable, mais on peut dire que finalement, on est quand même en moyenne en France dans un pays où le reste à charge n'est pas trop élevé. Le problème, c'est qu'on sait que c'est une valeur moyenne et qu'il y a des disparités interindividuelles très importantes, éventuellement, dans ce reste à charge, qui est donc susceptible de peser sur le budget des patients. Le but, en général, de nos systèmes de protection sociale, c'est d'éviter ce qu'on appelle les dépenses catastrophiques. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que c'est bien le cas? Et est-ce qu'il n'y a pas des patients ou des individus pour lesquels ces restes à charge grèvent de manière sensible leur budget et donc réduisent leur capacité financière d'accéder aux soins? On sait justement qu'en France, on a quand même le souci de ce problème-là, avec la mise au point d'un certain nombre de dispositifs, comme la CMU complémentaire ou l'ACS, qui est donc l'aide à la complémentaire santé pour les un peu plus riches que les plus pauvres, mais ça ne marche pas nécessairement très bien. Alors justement, pour terminer, je voudrais évoquer les résultats d'une étude toute récente qui a été faite par les gens de l'IRDES, qui ont analysé, grâce à une étude spécifique qui couple les données de l'assurance maladie avec une enquête de l'INSEE, ce qu'il en est pour les 10% d'individus qui ont les restes à charge les plus élevés, donc sur les chiffres de 2012. En fait, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'effectivement, pour les 10% d'entre nous qui ont un reste à charge le plus élevé, ce reste à charge monte à un peu plus de 1 900 euros,
et qu'il est pour l'essentiel un reste à charge lié à des soins ambulatoires. C'est pas étonnant compte tenu de notre système de remboursement qui est plus favorable pour les soins hospitaliers. Et vous pouvez voir d'ailleurs donc que dans les 85% de ce reste à charge dû à des soins ambulatoires, il y en a un tiers qui est dû à des recours aux médecins et à la pharmacie, un autre tiers qui est pour les soins dentaires, et puis il y a à peu près un peu moins de 20% pour le un peu moins de 20%, je me suis trompé, c'est pour l'optique. En revanche, les coûts hospitaliers effectivement n'interviennent que marginalement. L'intérêt supplémentaire de cette étude, ça a été de montrer que, en fait, même à l'intérieur de ces 10% de personnes qui payent le plus de reste à charge, c'est pas du tout une population homogène, et ils ont pu identifier, grâce à des méthodes statistiques, 4 profils types. Un premier profil qui correspond donc à des individus qui ont au moins une maladie chronique et pour lesquels ce reste à charge correspond surtout à des dépenses ambulatoires. C'est la première double colonne. Si vous regardez les chiffres de 2010, on voit qu'eux payent en moyenne à peu près 1 950 € de reste à charge. Un deuxième profil tout à fait différent, ce sont des individus qui sont plutôt précaires et qui donc, eux, se retrouvent plus fréquemment à l'hôpital avec un reste à charge non négligeable et essentiellement donc dû à des soins hospitaliers en hospitalisation publique, avec 2 300 € en moyenne. Un troisième profil, alors là, carrément différent, c'est plutôt des actifs qui vont bien par ailleurs, mais qui ont beaucoup de soins dentaires, alors que du côté des dépenses hospitalières, c'est très limité. Et puis un quatrième profil de seniors qui vont bien, donc qui sont à domicile, ils ne sont pas hospitalisés, mais ils ont pas mal de comorbidités, donc au total, l'accumulation de ces petits restes à charge fait que l'ensemble n'est pas négligeable. La chose intéressante sur laquelle je voudrais terminer, c'est que cette enquête a comparé le montant des restes à charge entre 2010 et 2012 au motif de l'amélioration des modalités de prise en charge, notamment avec la CMUC et l'ACS. Et ce qu'on constate, c'est que pour les profils 2, 3 et 4, effectivement, vous pouvez le voir sur ce graphique, les restes à charge a diminué de façon sensible, voire très sensible. Le point qui pose le plus de problèmes, c'est pour les patients de profil 1, donc plutôt les malades chroniques, puisque là, le reste à charge reste quand même sensible, il n'a diminué que de 25%, alors que c'est éventuellement plus de 50% ailleurs. Et c'est d'autant plus inquiétant que ça veut dire que le mécanisme des ALD, des affections de longue durée, n'arrive pas à couvrir ces dépenses de reste à charge. Et donc, comme on l'a dit précédemment, dans la mesure où les patients de maladies rares sont souvent des malades chroniques qui peuvent s'inscrire plus ou moins dans le cas des ALD ou pas, on peut penser qu'effectivement, ceux qui nous intéressent aujourd'hui sont ceux qui correspondent plutôt au profil 1, et on voit donc que pour l'instant, effectivement, c'est le point d'ombre des dispositifs français, et donc on a bien sûr intérêt à en savoir plus. Le problème, c'est que l'utilisation des bases, comme ici, sont des bases très larges, nous interdisent complètement d'identifier des patients de maladies rares. Et donc, quand on veut en savoir plus là-dessus, on est obligé de faire des études spécifiques. C'est ce qui va vous être montré tout de suite. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer ici, c'est simplement un cadrage général pour vous montrer que, effectivement, dans l'analyse économique, on a une boîte à outils, des concepts, des raisonnements qui peuvent être utiles pour faire émerger un certain nombre de problématiques économiques liées aux maladies rares. Bien sûr, le point de départ, c'est d'avoir au moins la capacité à générer des données qui permettent de faire un constat à partir desquels on pourra peut-être éclairer un certain nombre de décisions, mais on part vraiment de zéro là. Et donc on a besoin effectivement de pouvoir monter de plus en plus de projets pour en savoir plus sur les coûts, les parcours de soins et le devenir de ces patients. Voilà, et je pense qu'on va vous en parler de manière plus précise. Merci de votre attention. Ouais. Oui, merci Pierre. Il pourrait y avoir des heures de discussion effectivement autour de ça, mais comme on n'a pas le temps, est-ce qu'il y aurait dans la salle une ou deux questions très rapides, très brèves à poser à Pierre Lévy sur ce cadrage, sur la complexité et l'enjeu d'avoir une meilleure connaissance de ces problématiques économiques. Merci beaucoup pour cette présentation et ce panorama. Vous n'avez pas du tout évoqué, mais c'est sans aucun doute normal, l'enjeu de l'achat lui-même des médicaments. Vous avez brossé le paysage général,
Et vous n'avez pas porté parmi l'enjeu d'efficacité, au fond, du système de santé, justement, sur les maladies rares, la manière dont on achetait les médicaments maladies rares en France. Est-ce que vous pourriez nous éclairer? Est-ce qu'il y a une spécificité médicaments maladies rares voilà. Alors, je vais traduire un peu votre question de façon à la comprendre, parce que quand vous dites achat, on parle pas d'achat au niveau des pharmacies hospitalières. Oui, voilà, pardon. Bon, alors ça, c'est vraiment un sujet très technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces achats hospitaliers, vous avez deux situations possibles. Soit ces médicaments sont très chers et donc sont mis sur ce qu'on appelle la liste en sus, qui permet aux hôpitaux d'être payés en plus des tarifs d'hospitalisation qu'ils reçoivent. Et donc, dans ces cas-là, il y a une négociation nationale du prix. Soit ces médicaments ne sont pas très chers et donc ils sont censés être supportés par l'hôpital à l'intérieur des remboursements par la Sécurité. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de tarif négocié au niveau national, sauf si le produit est aussi en ville. D'accord ? Et donc, dans ces cas-là, c'est vraiment du marchandage. Voilà. Puisqu'il n'y a pas de tarif public, vous avez des négociations entre les fournisseurs de ces produits et les acheteurs hospitaliers, qui d'ailleurs se regroupent de plus en plus en centrales d'achat, justement pour obtenir de meilleures conditions. Bon. Sinon, vous avez donc une négociation à l'échelle nationale avec le CEPS, le Comité économique des produits de santé, qui est chargé de la tarification de ces médicaments et qui prend sa décision sur la base d'un ensemble de critères qui sont ce qu'on appelle l'amélioration du service médical rendu, c'est-à-dire le bénéfice en termes d'efficacité supplémentaire, l'intérêt de santé publique qui est faible dans le cas des maladies rares, justement, ça c'est un facteur discriminant, la sévérité de la maladie et éventuellement un critère d'efficience qui pour l'instant joue un rôle mineur en France mais qui gagne de l'importance.